Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc qui aura lieu entre la France et la Belgique. Je vais vous donner les raisons d'y croire pour les Diables Rouges, ce qui peut paraître assez fou. Parce que quand on prend du recul, la Belgique a été quand même très décevant lors de la phase de groupe, où tu es tombé sur la Slovénie, l'Ukraine et la Roumanie, et pourtant tu finis pas premier du groupe. Surtout que tu perds un match et tu fais un match nul aussi. Et puis tu tombes sur l'équipe de France, en huitième de finale. L'équipe qui est vue comme le grand favori de la compétition, ils ont été en finale lors de la Coupe du Monde 2022, ils ont été jusqu'au bout et remporté le titre lors de la Coupe du Monde 2018 et l'équipe n'est plus du tout à présenter. Et maintenant, moi je viens en vous disant qu'il y a moyen que la Belgique élimine l'équipe de France. Alors comment y croire? J'ai plusieurs points. Le premier, c'est la dynamique actuelle de l'équipe de France. Parce que si la Belgique a été décevante, la France aussi l'a été. Ils ont fini deuxième de leur groupe, tout comme les Diables Rouges, et eux, ils ont fini derrière l'Autriche. C'était un groupe aussi qui n'était pas non plus très compliqué, et quand on regarde, il y a eu une victoire, deux matchs nuls, mais surtout, ce qui est encore plus important, c'est les incertitudes auxquelles Didier Deschamps est confronté. Le premier cas, celui de Kylian Mbappé, qui s'est cassiné lors du premier match, qui a donc raté le second et qui est revenu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas encore à 100%. Et c'est très important de le prendre en compte parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le joueur, on va dire, qui fait le plus de différence et sur lequel Deschamps compte énormément. Ensuite, Antoine Griezmann, l'un des premiers soldats aussi de l'entraîneur français, qui n'est pas dans une bonne dynamique, dans le sens où on l'a vu trop peu influent dans le jeu de l'équipe et qui a été carrément mis sur le banc lors du troisième match face à la Pologne alors que tu jouais la première place, ce qui n'est vraiment pas aussi à prendre à la légère. Donc par rapport à ça, c'est quand même deux hommes forts qui ne sont pas à 100%, qui posent un petit peu de questions sur leur état physique ou sur leur niveau de jeu. Donc ça, c'est déjà important. Ensuite, au niveau de l'équipe, au niveau du 11 proposé par Didier Deschamps, il y a quand même quelques incertitudes parce que c'est des joueurs qui ne se connaissent pas forcément parfaitement. Déjà en défense centrale, tu mets Saliba ou Pamecano. C'est deux joueurs qui sont capables d'être très bons, il n'y a pas de souci, mais une charge centrale doit se connaître, doit avoir des repères et ce n'est pas forcément leur cas. En phase de groupe, quand tu joues par exemple face à l'Autriche ou des équipes un peu moins bonnes, ça peut ne pas trop se ressentir. Maintenant, quand tu joues face à des plus grosses équipes, mieux en place, on va dire tactiquement, avec des joueurs offensivement plus dangereux, là peut-être qu'on va le voir. Faudra suivre ça, je ne sais pas encore, mais c'est un point important à prendre en compte. Ensuite, au niveau de l'attaque, Giroud était la référence et c'est la première compétition majeure où il a été mis sur le banc depuis très longtemps. On voit que Marcus Thuram ne plaît pas pleinement, en tout cas on voit qu'il y a quand même des doutes au niveau de son jeu. Barcola peut être un petit peu testé, c'est intéressant, mais encore une fois, il a trop peu d'expérience aussi. Alors attention, ils peuvent être excellents ces joueurs-là, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, il y a quand même des petites questions à se poser au niveau de la défense et l'attaque qui sont deux, on va dire, zones majeures de ton équipe très importantes. Donc ça, encore une fois, c'est un point important et ça prouve que la France n'est pas non plus au pic de sa forme. Ils ont aussi des questionnements à se poser et c'est là-dessus que la Belgique devra appuyer. Ensuite, maintenant, si on se concentre sur la Belgique, le premier point est le fait d'être l'outsider. Ce qui est intéressant, on va dire, au niveau de la Belgique, c'est que là, c'est la première fois où vraiment ils sont considérés comme étant l'outsider. Ils ne sont plus du tout les favoris, ou en tout cas non plus une responsabilité de devoir performer. Et ça, c'est important parce que pour moi, l'un des plus gros défauts de la Belgique, et ce qui a toujours été le cas, c'est la mentalité. C'est cette ambition beaucoup trop peu présente. Et quand on regarde par exemple le dernier match face à l'Ukraine lors des phases de groupe de l'Euro, on a vu le discours de Kevin De Bruyne pour moi qui est très très parlant à ce niveau-là. Le premier argument qu'il met en avant, c'est le fait de se dire que si jamais la Belgique avait joué un football offensif et avait perdu à cause d'une contre-attaque, qu'est-ce qu'auraient dit les journalistes? Et là, on comprend bien que si jamais la première chose qui te vient à l'esprit, c'est la pression médiatique, alors qu'il aurait pu l'expliquer par exemple d'une manière différente en disant que le coach a demandé d'assurer le match nul, de ne pas prendre de risques sur des contre-attaques parce que par exemple l'Ukraine excelle là-dessus. Non, il ne parle pas de jeu. Il ne parle pas, on va dire, d'une mentalité des joueurs ou quoi. Non, il parle directement des médias et on sent bien que cette pression-là joue sur les joueurs et ça, ce n'est pas non plus quelque chose, encore une fois, à prendre à la légère. Donc là, quand tu comprends que la Belgique a du mal à gérer toute cette pression, le fait qu'il soit outsider, que tout le monde voit l'équipe de France passer, ça peut leur enlever un poids et ça peut être bénéfique. Surtout que ça se retranscrit dans le jeu. Parce qu'au niveau de Tedesco, selon moi, il est en train de bâtir une équipe faite pour jouer des gros matchs. Je m'explique. Avant son arrivée, la Belgique était une équipe qui excellait avec ballon, qui avait un fort taux de pourcentage de possession
et qui arrivait souvent à imposer son style de jeu à l'adversaire. Une fois qu'il est arrivé, ça a changé. On a vu une équipe qui avait un style de jeu qui se rapprochait beaucoup plus du football allemand avec une grosse pression. Beaucoup de pressing, ça joue haut sur le terrain, ça met une grosse intensité et ça joue beaucoup en transition. Un football assez vertical et direct. Donc lorsque la Belgique joue face à une équipe qui met en place un bloc bas assez resserré, ils ont beaucoup de difficultés à trouver la solution parce qu'il y a beaucoup moins de maîtrise technique qu'auparavant. Il y a aussi moins de joueurs différentiels sur le terrain, ça il faut se le dire. Mais dans un autre sens, quand la Belgique joue face à une équipe beaucoup plus joueuse, là, à ce moment-là, ils arrivent beaucoup plus à bonifier les grands espaces et ils arrivent à être dangereux avec beaucoup moins de situations créées. Et ça, c'est encore une fois quelque chose de très fort et c'est quelque chose qui peut correspondre à ce type de match-là. On sait que l'équipe de France n'est pas non plus une équipe hyper offensive, n'est pas non plus une équipe qui va prendre le jeu à son compte obligatoirement, loin de là, mais en tout cas, c'est une équipe qui a de grandes qualités au niveau de son attaque et qui va forcément tenter de jouer là-dessus. Ce qui va libérer des espaces pour la Belgique et ce qui peut faire très mal parce qu'ils ont des joueurs extrêmement rapides. Par exemple, Lukaku est un joueur qui peut très bien jouer dos au but dans un rôle de fixation, qui peut aussi bien servir ses coéquipiers. Doku va extrêmement vite sur le côté. Luke Bakio devrait certainement être titulaire et lui aussi va très vite. De Bruyne est un excellent joueur aussi pour distribuer le jeu et pour servir ses coéquipiers en profondeur. Donc tu sais très bien que tu as les éléments. Surtout que maintenant, il y a Amadou Nana pour récupérer le ballon rapidement et, on va dire, éviter que l'équipe soit rapidement mise en danger. Tout ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas auparavant et la Belgique a été construite de la sorte. Donc j'imagine bien Tedesco prendre des risques dans un premier temps en voulant jouer très haut sur le terrain et en essayant de marquer le plus vite possible avec un pressing assez agressif et par la suite accepter de reculer, de laisser le ballon à la France et de jouer simplement en contre-attaque. Ça, c'est envisageable. Alors qu'auparavant, la Belgique était beaucoup plus lisible. On savait très bien qu'ils voulaient avoir le ballon, on savait qu'ils voulaient dominer. Et par exemple, l'équipe de France, c'était un régal pour eux parce que ça ne leur dérange pas du tout de jouer simplement en contre-attaque tout le long du match. Et donc, par rapport à ça, tactiquement, l'équipe est beaucoup mieux rodée. Quand on sait que le poids, on va dire, de la pression sera allégé vu que tu es l'outsider, tu as une revanche aussi à prendre. Tout ça me fait dire que la Belgique peut jouer un coup, surtout face à une équipe de France qui n'a pas non plus tant de certitude que ça, avec ses meilleurs joueurs qui ne sont pas non plus à 100%. C'est le moment ou jamais pour les Diables Rouges de le faire. Je pense vraiment qu'il y a une possibilité. Maintenant, on ne va pas non plus se voiler la face. Dans un premier temps, le Lukaku est assez inquiétant. C'est un joueur qui rate énormément de situations très dangereuses, de grosses occasions nettes devant les cages. Et évidemment que s'il n'est pas efficace, ce sera impossible d'éliminer l'équipe de France. Beaucoup de choses vont se reposer sur lui, notamment au niveau de son efficacité. Ensuite, au niveau des individualités, quand on regarde par exemple la France collectivement, c'est pas le top. Très loin de là, il y a beaucoup de choses à régler dans leur jeu, mais il y a des joueurs comme par exemple N'Golo Kanté qui sont capables d'élever leur niveau et de faire des folies. Regardez par exemple Mbappé aussi, s'il est dans un bon soir, il pourrait très bien marquer un, deux, voire trois buts. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Griezmann, si jamais il retrouve son niveau, peut faire aussi très mal. Et quand on regarde côté belge, il n'y a pas non plus beaucoup d'individualité pour répondre à cela. Évidemment, Kevin De Bruyne, Doku, mais ce n'est pas non plus comparable à l'équipe de France. Donc au final, je vous ai cité des raisons d'y croire pour la Belgique, mais je ne cache pas que moi-même, je n'y crois pas forcément. Parce que je me dis que même si la France, on va dire, perd le match tactiquement, même si la Belgique fait un très gros match, le gap, on va dire la différence des joueurs au niveau individuel est tellement important qu'ils peuvent tout de même s'en sortir et finir par gagner. Et puis on connaît leur expérience qui est bien plus grande que la Belgique, qui a perdu beaucoup de ses cadres aussi. Donc tout ça, ça joue énormément. Et je me dis que si la Belgique arrive à le faire, ce serait quand même un gros exploit. Et par rapport à tout ce qu'on a vu lors de ce début d'Euro, ce serait quand même très surprenant. Après, le football nous réserve beaucoup de surprises. Donc on ne sait jamais. Et pour l'instant, je reste sur mon pronostic qui est que l'équipe de France va réussir à se qualifier parce que ici, j'ai fait une vidéo où je parle des raisons d'y croire pour la Belgique. Il y a quelques arguments que j'ai pu donner. Mais imaginez si je faisais dans le sens inverse. Là, je pense que j'aurai un nombre assez fou d'arguments d'y croire pour les Français. Donc ça aussi, il ne faut pas non plus l'oublier. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez pour la Belgique, pour l'équipe de France? Et je laisse là-dessus. Puis je vous dis peace.